Chers amis, la jeunesse, c'est ce que nous possédons de plus cher. Elle est la vitalité d'un peuple et l'avenir d'une civilisation. Aujourd'hui, cette jeunesse est en danger de mort. Le système ne se contente plus de museler les victimes européennes du vivre ensemble, mais elle les achève avec mépris, méfiance et dérision. Henri Nouakchott représentait cette jeunesse européenne qui ne demandait qu'à vivre, étudier, perdurer dans son pays sans risquer de subir de plein fouet les ravages de la violence que nous connaissons désormais de manière quotidienne. Henri est un symbole, le symbole de son époque. Comme tant d'autres, ici en France et partout en Europe, sa vie a été arrachée par l'idéologie de ceux qui privilégient les autres aux leurs. Un jeune homme de 18 ans qui agonise sous les mains des forces de l'ordre, c'est le symbole ultime d'un pouvoir qui s'acharne contre la jeunesse, contre la vie elle-même. Car oui, notre jeunesse est en danger de mort. Il n'existe pas de constat plus alarmant que celui-ci. Celui-ci doit être un électrochoc. Il doit nous pousser à nous indigner, à refuser l'indifférence, à ne jamais cesser de combattre et un jour inverser la tendance des choses. En 2025, le jeune Henri Nouakchott, 18 ans, est poignardé à de multiples reprises par un immigré indien. Lorsque la police arrive sur place, elle croit immédiatement la version du meurtrier qui accuse Henri de racisme. Brutalement menotté, le jeune homme finit par se vider de son sang. À elle seule, cette affaire résume le rapport qu'entretiennent les élites britanniques à leur peuple depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, des villes comme Londres, Birmingham ou Luton comptent moins de 40% d'autochtones. Depuis 40 ans, des gangs de violeurs originaires du sous-continent indien abusent de milliers de jeunes filles sous le regard complice des autorités. Les attentats et les attaques au couteau se succèdent avec une régularité comparable à ce que nous connaissons de l'autre côté de la Manche. Southport, London Bridge, Manchester Arena ou encore la décapitation en pleine rue du jeune militaire Rigby. Et malgré tout cela, le gouvernement britannique continue de réprimer les Anglais qui ont l'outrecuidance de se révolter contre leur remplacement. Après l'attaque au couteau de Southport, au cours de laquelle un Africain a ôté la vie à 3 petites filles, près de 500 citoyens britanniques ont été envoyés en prison à la suite des manifestations qui ont suivi. Les Anglais sont également condamnés pour des tweets ou des publications Facebook remettant en cause la politique migratoire de leur pays. Le Royaume-Uni a imposé à son peuple l'enfer multiculturel tout en lui refusant le droit de s'y opposer. Mais pour les Britanniques, il est hors de question d'abandonner face à ceux qui aimeraient les voir disparaître. L'État a voulu étouffer la colère légitime des manifestants insurgés après l'attentat de Southport. Il a voulu bâillonner ceux qui s'opposaient à l'immigration, diaboliser les millions de patriotes anglais qui ont afflué dans les rues de Londres lors de plusieurs manifestations récentes. Et pourtant, malgré tout cela, ils ne feront jamais taire la colère du peuple. Cette colère s'exprime désormais jusque dans les urnes. Le parti anti-immigration Reform UK vient de réaliser une percée historique. Lors des élections locales du mois dernier, il est passé d'une dizaine à près de 700 conseillers municipaux, remportant 41% des sièges en jeu. Pour les prochaines élections générales, Reform devance désormais les travaillistes et les conservateurs dans les sondages. Les deux forces qui dominent la politique britannique depuis des décennies. Plus intéressant encore, le nouveau parti Restore Britain, qui a fait de la rémigration son principal combat, a remporté l'ensemble des sièges dans sa localité. Lancé il y a seulement quelques mois par Rupert Lowe, déjà crédité de 7 à 10% dans les sondages, Restore Britain fait exploser la fenêtre d'Overton sur la question de la rémigration et pousse le parti de Farage à se positionner davantage à droite sur ce sujet. Les Britanniques l'ont compris, la rémigration est la seule solution. Aujourd'hui, vous êtes venus nombreux ici à Paris pour rendre hommage à Henri, et sachez que beaucoup de mes contacts au Royaume-Uni sont très touchés par votre présence. Car au fond, malgré nos querelles intestines, des deux côtés de la Manche, nous partageons le même combat. Nous voulons sauver nos pays, nous voulons sauver l'Europe. Justice pour Henri! 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 Chers amis, il y a un an et demi maximum déjà, nous nous réunissions avec le collectif Justice pour les Nôtres afin de réclamer qu'enfin, dans nos pays européens et en France en particulier, soit faite justice pour les nôtres. Et lorsque nous disons les nôtres, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Nous parlons bien évidemment de nos peuples, des gens qui sont membres de nos ethnies et qui partagent notre culture. Lorsque, aux États-Unis, il y a 3 ans de cela, est mort un délinquant multirécidiviste dans les bras de la police, on a vu
toute l'élite mondiale du monde occidental ployer le genou et nous désigner chacun d'entre nous comme responsable, comme coupable de prétendus privilèges blancs dont nous serions, comment dire, à la fois détenteurs et bénéficiaires depuis Mathusalem. Or, la réalité est la suivante pour les Blancs du monde occidental et en particulier en Europe. Ils sont les seuls qui peuvent mourir massacrés au nom d'une religion exogène, qui peuvent mourir pour un regard, qui peuvent mourir pour une cigarette, et auxquels jamais on accorde la moindre pitié. Ils sont ceux contre lesquels tout un système coalisé, médias, justice, politique, ont fait le choix d'empêcher de s'exprimer. En ce moment, la France entière s'émeut du meurtre horrible de la petite Liana et de la manière dont la justice a traîné. Comment ne pas mettre cela en parallèle, je suis désolé de parler de moi, mais ça a été fait sur les réseaux sociaux par d'autres que moi, comment ne pas mettre cela en parallèle avec le traitement dont j'ai été l'objet ou d'où sont l'objet un certain nombre de militants identitaires ou de militants catholiques, on l'a vu hier là, au moment de la nuit blanche à Paris. Traitement absolument délirant dans lequel une justice scélérate fait preuve d'une célérité absolument incroyable, où l'on peut mettre des gens en garde à vue pendant 48 heures pour une simple vidéo, quand des violeurs multirécidivistes se retrouvent, eux, libres de commettre encore leurs méfaits, et peut-être dans 10, 20 ans, libres pour bonne conduite, de recommencer les mêmes méfaits. Alors, mes chers amis, je pense que comme la plupart d'entre vous, j'ai été absolument horrifié de cette image tellement symbolique des mains gantées des policiers maintenant sous pression, la main exsangue du jeune Henri Nowak qui venait d'être massacré, disons-le, qui venait d'être poignardé et qui se vidait de son sang, mais dont on avait considéré qu'il était coupable du simple fait qu'il était blanc, et dont on a considéré dans toute la presse occidentale, jusqu'à ce que les Anglais se rebellent, qu'il n'était pas utile d'en parler parce qu'il était blanc. Jeune homme tué parce qu'il était blanc, occulté parce qu'il était blanc, menotté alors qu'il était mourant parce qu'il était blanc. À l'occasion de cette affaire, nous avons appris qu'il y avait une circulaire dans la police britannique qui demandait aux agents britanniques de traiter différemment les suspects selon qu'ils étaient blancs ou alors racisés. Et c'est de ce fait que Henri Nowak est mort. C'est cette espèce de pulsion de mort, ce nihilisme occidental, qui permet qu'on considère le blanc comme présumé coupable. Ce qui est absolument délirant dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel l'écologie tient une place absolument importante, et tant mieux à certains égards, c'est que tous les animaux que nous observons, et nous avons aujourd'hui les moyens d'observer la plupart des animaux de la nature, ont le droit à se défendre, ont le droit à survivre, ont le droit à se perpétuer, ont le droit à préserver un espace vital, et nous, pauvres humains qui serions, selon toutes les théories darwinistes qu'on nous a apprises, des animaux comme les autres, nous, pauvres humains blancs, nous n'aurions pas ce droit. Nous aurions le devoir de mourir en silence, menottés, fliqués, réprimés par notre propre justice. Alors mes chers amis, comme vous tous, j'ai vu avec beaucoup d'espoir et beaucoup de sympathie les manifestations qui se déroulaient dans ce que l'on a coutume d'appeler la perfide Albion, mais dont les turpitudes des siècles présents font que nous sommes peut-être les alliés de nos ennemis préférés, les Anglais, sur ce sujet qui est celui de la submersion migratoire. J'ai vu cela et je regrette que nous ne soyons pas plus nombreux, et je regrette également qu'un certain nombre de ces jeunes manifestants, soit à l'heure où on se parle en prison, soit à l'heure où on se parle persécutés également, comme nous le sommes dans nos propres pays. Mais je crois que nous pouvons au moins avoir une résolution aujourd'hui, c'est que la peur et la honte changent de camp. Je vois que parmi nous, il y en a beaucoup moins que lorsque nous avons manifesté il y a 1 ou 2 ans avec Justice pour les nôtres, mais je vois que parmi nous, il y a encore des gens masqués. Sans doute ont-ils leurs raisons familiales, professionnelles, etc. Je ne voudrais pas les juger. Mais la réalité, c'est que
Dans un monde normal, ce serait aux juges, aux politiciens ou aux flics zélés de se masquer et à nous de manifester à visage découvert pour réclamer justice pour les nôtres. À cet égard, vous tous qui êtes ici, vous avez une mission fondamentale, primordiale, à la fois par fidélité à vos aïeux, par fidélité à vous-même, mais aussi surtout par devoir de protection envers vos enfants. Cette mission, c'est celle d'exercer une pression constante, absolue, déterminée, en premier lieu sur les magistrats dont nous aimerions avoir les noms et dont nous eussions préféré qu'ils exercent d'autres professions que celle de permettre le meurtre des nôtres par leur laxisme et leur idéologie. Nous avons le devoir de réclamer leur nom et de réclamer des sanctions. Nous avons le devoir de faire pression sur tous les politiciens, en particulier ceux qui sont au pouvoir et dont les larmes de crocodile ne trompent personne. Gérald Darmanin est coupable. 80% des préfets et des procureurs de France et de Navarre sont coupables. 80% des médias aux ordres qui occultent, déforment ou travestissent ou masquent la réalité sont coupables. Mais force est de constater aussi que nous sommes bien seuls aujourd'hui et que cette pression que nous devons exercer sur nos ennemis, nous devons l'exercer sur l'ensemble du camp national et des élus patriotes de ce pays, pour les pousser à inverser la tendance. Comment se fait-il que la gauche parvienne à mettre la France et le système politico-médiatique en émoi pour les banquets du canon français et qu'aujourd'hui nous ne soyons pas suffisamment nombreux pour mettre en accusation tous les responsables de l'espèce de génocide européen auquel nous assistons? J'en fais l'expérience à mon très humble niveau. La plupart des élus de ce pays ne sont pas forcément de mauvais bougres, mais ils siègent dans des assemblées entre eux, dans des conseils, dans des bâtiments qui leur sont dédiés, et ils sont loin de se rendre compte de la colère populaire. Vous seuls pouvez redonner leur lettre de noblesse à la politique. Vous seuls, en vous engageant sur le terrain jour après jour, en suivant l'exemple de tous ceux qui depuis 40, 50 ans ont été diabolisés pour avoir fait partie du camp national, en refusant systématiquement toute censure de la liberté d'expression, qui, des lois Pleven-Aguesson en passant aux bien plus récentes, sont les seuls qui expliquent qu'il y a quelques jours, un conférencier américain soit interdit de s'exprimer pour parler de notre identité. Le privilège blanc, c'est celui d'avoir l'interdiction de réaliser, de réfléchir à qui nous sommes. Eh bien, nous sommes la génération qui va reprendre ses droits. Nous sommes la génération qui va récupérer son pays. Nous sommes la génération qui va sauver l'Europe. Alors je compte sur vous. It's okay to be white. C'est pas grave d'être blanc. C'est pas grave d'être blanc. Vous m'entendez? Oui. Encore plus fort. Ok. Très bien. Alors excusez-moi de commencer mon intervention par ça, mais on a parfois l'impression qu'être blanc, c'est une maladie honteuse. C'est pas une maladie honteuse, être blanc, c'est pas non plus un slogan suprémaciste, c'est une des raisons d'être de ce que nous sommes, c'est une des dimensions de notre identité, c'est pas la seule, mais c'est quand même une dimension qui est non moins importante. Je suis ce que je suis, nous sommes ce que nous sommes, et nous sommes les héritiers d'une terre, les héritiers d'un peuple, les propriétaires d'une langue, de nos morts, de nos paysages, mais nous sommes également des blancs. Voilà, de leur en déplaise, nous sommes des blancs. Et ça... Ah, ok. Bon, je vais parler plus fort. Encore. Comme nous sommes tous les peuples du monde ont le droit d'être quelque chose, noir, jaune, rouge, martien, nous les blancs n'avons pas le droit d'être des blancs. Nous, on a un acte d'accusation qui est long comme la Tour Eiffel, qui est long comme le fleuve Congo, ou que sais-je, avec une dette imprescriptible, pardon. Alors que nous dit l'affaire Henri Novak? Eh bien que ça n'est pas ok d'être blanc. Ça n'est pas grave, c'est grave d'être blanc. Voilà ce que nous dit l'affaire Henri Novak. L'affaire Henri Novak nous dit que vous pouvez mourir parce que les vies blanches ne comptent pas. C'est l'état des lieux que j'ai pu faire après 2 ans d'enquête sur le racisme anti-blanc. Pour tous mes témoins, les vies blanches ne comptent pas. Alors bien sûr, mes témoins ne sont pas morts, et pour cause, j'ai pu recueillir leurs témoignages. Mais certains sont sortis vraiment assez mochement abîmés, vraiment salement abîmés, en particulier des filles qui ont été violées. Elles ne sont pas mortes, mais elles ont été violées. Parce que les vies blanches ne comptent pas. Pourquoi? Parce que Henri Novak a été sacrifié, comme mes témoins dans mes bouquins ont été sacrifiés.
Et en travaillant sur le racisme anti-blanc, une image m'est venue à l'esprit. C'est l'image de la stratégie du coucou. Alors je ne sais pas si vous connaissez la stratégie du coucou, mais je vais vous l'expliquer brièvement pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas. Le coucou, c'est un oiseau parasite. Il dépose ses œufs dans le lit d'une autre espèce d'oiseau. Il s'en va. Puis, on ne le revoit plus. Et une fois que l'oisillon coucou est clos, et ben il chasse les œufs légitimes du nid. Et les parents, qui sont des parents abusés, nourrissent un imposteur qui grossit à vue d'œil. Eh bien, il me semble que le racisme anti-blanc, c'est ça. Les parents symboliques, c'est l'institution, c'est la magistrature, c'est l'éducation nationale, c'est la police. Henri Novak, c'est la personne qui a été victime de la stratégie du coucou. C'est pour cela que la police de Southampton a cru que la victime du coucou était le coupable, et que le coupable, c'est-à-dire le coucou, était la victime. Un grand classique, le renversement accusatoire. Un grand classique. Voilà, ouais. Ah ouais, ouais. Un grand classique, le renversement accusatoire. Vous savez pourquoi George Orwell a appelé 1984 1984 ? Parce qu'il a rédigé son livre, il l'a publié, pardon, en 1948. 48-84. La figure de style de tous les univers orwelliens, et en particulier de 1984, c'est l'antiphrase, c'est l'inversion accusatoire. Comme notre monde. Comme l'a dit Jean-Eudes, il n'y a pas de privilège blanc. Allez expliquer à Henri Novak qu'il y a un privilège blanc. Il n'y a rien qu'un handicap blanc. Ce dont est mort Henri Novak, c'est du handicap blanc. Comme les dizaines de milliers de viols, sinon même les centaines de milliers de viols en Angleterre. Le handicap blanc. Qui Camilla a rencontré? Gisèle Pellicot. Elle n'a pas rencontré une seule victime des centaines de milliers de viols de la part des gangs. Pas qui. Donc il n'y a pas de privilège blanc. Et c'est vrai dans les représentations. Quelques petits exemples. Quand la ville de Paris veut dénoncer les vendeurs à la sauvette, c'est les blancs. Quand la CAF, les caisses d'allocation familiale veulent montrer des allocataires, c'est les blancs. Quand la SNCF veut dénoncer des campagnes contre le harcèlement, contre les incivilités, contre la fraude, contre les coups de téléphone, c'est des blancs. Quand sur l'autoroute, Vinci Autoroute veut dénoncer les jets de bananes par les fenêtres, qui sait combien en scène, c'est des blancs. Vous aurez rappelé de la pub Secteur Alarme, les voleurs, c'est des blancs. 77% des prisonniers en France, c'est des minorités ethniques. Pour autant, Secteur Alarme met en scène des cambrioleurs qui sont blancs. Émeute de 2023 après Naël, c'est la faute de Kevin et Mathéo. 2022, Stade de France, les supporters des hordes de migrants détroussent des supporters espagnols et anglais. Opportunément, les images de la vidéosurveillance disparaissent. Il n'y a pas de privilège blanc, il n'y a qu'un handicap blanc. En revanche, Hélène de Troie, la belle Hélène, est noire. Comme Cléopâtre, dans la BBC. Comme Aliénor d'Aquitaine. Donc en gros, il n'est pas sexy d'être blanc. Tous mes témoins, ce qui est frappant chez tous mes témoins à 12-13 ans, donc un peu plus jeunes que vous, tous ont répudié l'identité nationale à 12-13 ans à l'école. Tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas répudié l'identité nationale. Tous. Ils se sont tous inventés des origines exotiques. Tous. Tous. Un grand-parent italien, espagnol, arabe, gitan, que sais-je, russe. Bref, ils s'assimilent à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est pas sexy d'être blanc. Certains ont même été jusqu'à la conversion. C'est les plus lourds. Moi, j'appelle ça le syndrome de Stockholmistan. C'est pas nouveau. Théodoric le Grand, 5e, 6e siècle, le bas-empire. La phrase grand roi des Goths. Il disait le Goth riche imite le Romain. Le Romain pauvre imite le Goth. C'est ce qui se passe en banlieue. Pas de privilège blanc, donc. Rien. Zéro. Il y a au contraire un privilège du minoritaire. En France, en Angleterre, en Europe de l'Ouest. C'est ce privilège qui a protégé le meurtrier d'Henri Novak. Et il y a un handicap du minoritaire qui a tué Henri Novak. C'est un monde à deux vitesses, un double standard. Partout, vous retrouvez cette asymétrie. Mais la question qui se pose, qui est le vrai coupable? Qui est le vrai coupable? Qui a tué Henri Novak? Est-ce que c'est le SIC qui a tué Henri Novak? Est-ce que c'est Keir Streimer qui a tué Henri Novak? Est-ce que c'est pas notre idéologie qui a tué Henri Novak? Et moi, j'appelle cette idéologie celle du grand blanc. Vous pensez bien que s'il y a un petit blanc, c'est qu'il y a un corollaire, c'est le grand blanc. Le grand blanc, c'est indifféremment Keir Streimer, Premier ministre de l'Angleterre, qui reproche à Elon Musk et à J.D. Vance d'attiser les tensions qu'il a lui-même créées. Le grand blanc, c'est Emmanuel Macron. Le grand blanc, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Le Grand Blanc, il est journaliste à France Inter. Le Grand Blanc, il est professeur au Collège de France. Il est membre du Conseil constitutionnel. Il est surdiplômé, métropolitain, progressiste. Il vit dans des enclaves gentrifiées, à l'abri de la mixité qui nous impose à nous. La mixité, c'est pour les autres. L'école publique pour les autres. Bref, le Grand Blanc pratique le maximalisme des discours et le laxisme des pratiques. Non seulement il nous condamne à vivre dans ce monde infernal, mais en plus il nous interdit d'en parler. Comme disait Charles Péguy dans une autre vie, autrefois on se contentait de nous marcher dessus. Aujourd'hui on nous marche dessus, mais on nous interdit de parler. Et on nous fait la leçon. Alors ce régime nous bâillonne, ce régime nous tue, ce régime nous menotte. Les menottes d'Henri Novak, quel symbole. Elles résument à elles seules notre condition. Nous sommes enchaînés, nous sommes littéralement enchaînés. Alors comme le disent certains textes, délivrez-nous de ces chaînes en assumant ce que nous sommes, des Européens, fiers de notre identité. It's okay to be white. Tu es un ancien militant Reconquête, tu vas nous expliquer ce qui t'est arrivé. Et merci Monsieur X du courage qui est le tien. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais. Okay. J'aurais préféré rester anonyme et puis ne pas avoir à être là pour vous parler d'une histoire. En vrai, j'en ai 5. J'ai vécu 5 agressions racistes où vraiment la couleur de peau était leur problème. Et la dernière, je voulais vous en parler parce que lorsqu'il y a eu cette affaire du drame de l'assassinat d'Henri, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes avec ce que j'ai vécu. Veille de premier tour municipal, nous sommes 4 pour aller recoller des affiches pour que justement chaque citoyen ait la possibilité de pouvoir voter et de voir les candidats. Et on faisait donc un arrondissement dans Paris. On était 2. On avait quelqu'un qui conduisait, l'autre qui faisait le GPS et puis deux colleurs. Arrivé vers un bureau de vote, pardon. On remarque une bande de jeunes, dirons-nous, une quinzaine, qui jouent au foot pendant le ramadan. On se dit que normalement ça devrait aller, il ne devrait pas y avoir de problème. Et donc on commence à coller. Et on a la voiture qui klaxonne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au moment où je me retourne avec mon camarade, on se retrouve à avoir 15 personnes sur nous, dont une qui nous demande ce qu'on fait là. Donc bien entendu on colle, c'était ma réponse. Question bête, réponse bête. Et à partir de ce moment-là, déluge de violence, donc 2 contre 15, vous imaginez bien. On arrive, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, sinon ce serait très long sur cette confrontation qui a bien duré 5 bonnes minutes. On arrive à s'échapper, il balance des choses sur la voiture, vitre arrière cassée. On est pris en charge par la police, et là c'est le plus difficile je trouve, quand on est victime. La police nous explique qu'il faut donc aller porter plainte le lendemain. Ce que l'on fait. Parce que effectivement, pendant l'agression, lorsque vous entendez des sales blancs, on va te faire une Quentin, on va te crever, inutile de vous dire qu'on n'en sort pas sans séquelles. Donc nous allons au commissariat à 16h le lendemain. On voit la salle d'attente qui se vide petit à petit. À un moment donné, nous étions que 3 à devoir porter plainte. Et puis on attend 17h, 18h, 19h. Arrivé à un moment, on va demander quand même à la police pourquoi ils nous font tant attendre. Est-ce que ça a un but précis de nous décourager? Pas de réponse. À 20h, on commence à être pris en charge, dépôt de plainte, face à quelqu'un que je nommerais dans sa caractéristique un pisse-froid, donc aucune empathie. Et bon, on doit porter plainte, on le fait. À partir de ce moment-là, rendez-vous avec la médecine médico-légale, 15 jours après quand même. Donc inutile de vous dire que les bleus, les hématomes, etc. avaient quand même disparu, et heureusement. Et je me retrouve face à un médecin et un interne qui sourit en lisant la plainte. Ce qui est très agréable, vous vous en doutez. Là encore, un manque d'empathie crasse. Et avec une petite explication du médecin qui m'explique que bon, il faut pas tomber dans une idéologie où ils sont tous pareils.
Vous imaginez bien, après une agression, que c'est toujours un plaisir de se retrouver à avoir des leçons de morale de quelqu'un qui ne subit jamais ce racisme-là. Je pourrais vous en raconter d'autres, parce que comme je vous ai dit, 5 agressions. Le plus difficile, c'est de pouvoir en parler. Ça, on le voit, et quand on échange avec toute personne qui a été confrontée, c'est compliqué de dire ce que l'on vit. Aujourd'hui, j'aurais préféré être totalement dans l'anonymat. J'avais déjà raconté cette mésaventure à CNews et à Vincent Lapierre qui est parmi nous. Il est temps d'arrêter de se taire. Parce que sinon, un jour ce sera moi, un jour ce sera vous. Quand ils attaquent à plusieurs, inutile de vous dire que soit on court, mais on ne peut pas être un héros. C'est impossible. Donc il faut le marteler, il faut le dire, il faut que la police, les magistrats prennent leurs responsabilités pour nous protéger, nous, peuple autochtone. Je vous remercie. Justice pour Henri! 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 De Henri, de jeunes Européens sacrifiés sur l'autel du multiculturalisme. Aujourd'hui, c'est à Henri Novak que nous rendons hommage. Ce jeune Britannique de tout juste 18 ans, poignardé à mort par Vikram Singh Digwa. Cet assassinat est le symptôme sanglant d'un modèle qui a échoué. Pauvre Europe, pauvre France, pauvre Angleterre, pauvres nations occidentales, autrefois si fières, si fortes, et aujourd'hui si faibles. Henri est la victime de 2 bourreaux. Le premier est la violence importée, l'immigration, injustement imposée, criminellement orchestrée. Le deuxième, l'autoflagellation constante. L'aveuglement idéologique de nos institutions qui a mené la police britannique à être obnubilée par la peur du racisme, à croire un migrant indien plutôt qu'un Britannique de souche. J'ai été poignardé. Je ne crois pas, lui répond le policier blanc, en le menottant pendant qu'il supplie « Je ne peux plus respirer ». Henri meurt au sol, menotté, pendant que son meurtrier est cru sur parole. Trop souvent, l'immigration de masse a apporté avec elle des communautés qui ne s'intègrent pas, qui importent leur code, leur haine et parfois leur violence. Les statistiques européennes sont accablantes. Surreprésentation dans les violences urbaines, les viols collectifs, les trafics. Face à ces tragédies que nous voulons éliminer de notre quotidien, une seule solution. Vous la connaissez, c'est la plus évidente, la plus logique, une nécessité vitale de survie pour les Européens que nous sommes. Cette solution porte un nom, la remigration. Elle protège nos filles, nos femmes, nos mères, notre cohésion sociale. Elle permet de reconstruire un chez-soi où l'on peut à nouveau vivre en paix sur la terre de nos ancêtres. Je vous encourage tous, ici présents, à signer la pétition du Save Europe Act, initiative citoyenne qui a été lancée il y a quelques jours, qui demande la rémigration à la Commission européenne. Par tous les moyens à notre disposition, faisons entendre ce cri de détresse pour notre peuple. Cette pétition a déjà atteint 250 000 signatures et la France est loin d'être dans les premiers pays qui la signent, alors je compte sur vous. Arrêtons l'immigration non choisie. Réaffirmons notre droit légitime à exister en tant que peuples européens sur nos terres ancestrales. La remigration, c'est la justice pour les nôtres. C'est l'amour de notre civilisation, c'est l'avenir de nos enfants. Henri, nous ne t'oublierons pas. Une seule solution, c'est la remigration. 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 Matter. Ce slogan doit devenir une phrase omniprésente en France, en Europe et dans le monde.
Ce slogan doit devenir le signe de ralliement des Européens et de toute personne de bonne foi qui réalise ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Jusqu'à peu, nous n'osions pas prononcer ces mots, car tout est fait pour nous culpabiliser. Dire Black Lives Matter serait une preuve de courage et une preuve que la personne qui le prononce est quelqu'un de bien. Mais dire White Lives Matter serait du suprémacisme blanc, un slogan de haine. Être noir serait un motif de fierté. Se dire blanc serait du racisme. Pourquoi cela? Car tant que nous écouterons les discours de la gauche et que nous agirons à l'aune de leurs critères moraux, notre discours sera toujours marginalisé et diabolisé. Nous ne devons plus les écouter. Tout ce qu'ils disent de nous n'est que mensonge, haine des blancs, voire détestation d'eux-mêmes. Si nous cessons de les écouter, nos détracteurs n'auront plus aucun pouvoir sur nous. Leurs mots glisseront sans aucun effet. Alors, à l'issue de cette manifestation, nous devons chacun repartir chez nous avec comme objectif que ces mots « White Lives Matter », la vie des Blancs compte, ne soient pas un simple slogan, mais qu'ils deviennent une réalité. Et pour cela, nous devons nous débarrasser d'une chose, de la peur. La peur d'assumer nos idées, la peur de prononcer certains mots. Nous devons assumer nos idées auprès des gens de notre quotidien, de notre entourage, dans notre famille, auprès de nos amis, dans notre travail. Nous ne devons pas nous taire, surtout si des mensonges sont prononcés en notre présence pour justifier le meurtre d'innocents par des criminels importés chez nous, comme pour Henri Nowak. Puis, de nous-mêmes mettre les sujets sur la table, en parler. À gauche, ils ne se gênent pas pour dire leurs idées. Nous non plus, nous ne devons pas avoir peur, avoir de fausses hontes. Ensuite, sur Internet, en diffusant en masse ce message, dans les hashtags, directement dans les textes, White Lives Matter. Surtout si nous avons des comptes importants ou officiels. Il faut que ces mots soient repris par nos hommes politiques de droite. Dans d'autres pays, ils le sont déjà. Il faut que chacun de nos morts suscite une réaction épidermique, comme si c'était un frère, une sœur, un fils qui était assassiné. Il faut que dans les discours politiques, de la même manière, que ces mots parviennent au niveau politique et médiatique, comme le slogan Black Lives Matter l'avait été. Enfin, ces mots peuvent aussi avoir un avenir si nous nous engageons chacun à notre manière, dans un mouvement politique ou militant. Que l'on ne puisse pas militer sans pouvoir dire à ses enfants, à ses petits-enfants plus tard, « Je me suis battu pour te protéger, pour que ce qui est arrivé à Henri ne t'arrive pas. » L'heure n'est plus aux élucubrations intellectuelles. Nous devons nous engager sur le terrain, dans la vie réelle. Pour conclure, en ce jour de la fête Dieu, je voudrais vous donner l'exemple des Vendéens qui se sont battus pour conserver leur foi. Aucun n'a dit « Allez au front, je reste de mon côté pour avancer sur d'autres choses qui sont finalement aussi très essentielles. » Non, ils sont tous allés dans la bataille, hommes et femmes, car leur vie et leur survie en dépendaient. Aujourd'hui, nous sommes dans le même cas. Nous luttons pour notre survie, même si ceux qui veulent nous voir disparaître le font d'une manière plus discrète. Donc n'hésitons plus et engageons-nous jusqu'à ce qu'un jour nous vainquions. White Lives Matter! 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 Nous allons maintenant prononcer le nom des victimes blanches qui ont été tuées par des personnes venues de l'immigration que nous connaissons, ce sont des noms que nous connaissons, et une fleur sera déposée à chacun des noms prononcés. Donc voilà, c'est un moment solennel de silence. Lola Davier, 12 ans, violée, torturée, assassinée, retrouvée dans une valise. Thomas Perotto, 16 ans, poignardé mortellement lors d'un bal de village. Philippine Lenoir de Carlan, 19 ans, violée et assassinée dans le bois de Boulogne. Mathis, 15 ans, tué à coups de couteau lors d'une altercation. Elias, 14 ans, tué à la machette lors d'un racket. Axel Dorier, 22 ans, renversé et traîné sur environ 800 mètres.
Mélanie Lemay, 25 ans, fauchée lors d'un refus d'obtempérer. Kylian Binard, 17 ans, poignardé mortellement à la sortie d'une boîte de nuit. Irina Zarutska, 23 ans, poignardée à mort dans le métro. Henri Novak, 18 ans, poignardé à 5 reprises et menotté alors qu'il agonisait. Pour toutes les victimes de racisme anti-blanc, nous allons désormais observer une minute de silence. Et nous allumons cette flamme en mémoire de toutes les victimes, qui symbolise également l'ardeur de notre engagement pour les nôtres. Nous ne sommes pas seulement là pour honorer la mémoire d'Henri Nowak. Nous sommes là pour nommer le véritable assassin. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous l'avez malheureusement entendu beaucoup trop de fois ces derniers jours. Mais la mort d'Henri Nowak est un drame qui aurait pu être évité de 1001 façons. Ce n'est pas un fait divers, c'est le fait sanglant d'une idéologie. Depuis des décennies, on nous impose que la diversité est notre force, qu'il faut plus d'immigration, plus de mélange, plus de richesse culturelle. Refuser cela, c'est être un monstre. Cette idéologie, elle a un nom, la culpabilité blanche. Et son premier commandement est très clair, le blanc doit s'excuser de tout. S'excuser d'avoir colonisé, même si nos ancêtres ont aussi construit, apporté la médecine, l'école, les infrastructures. S'excuser d'avoir des privilèges, alors qu'on nous impose la culpabilité dès l'école et qu'on discrimine nos enfants dans les concours et les embauches. S'excuser d'être raciste par nature, le fameux racisme systémique, alors que c'est nous qui subissons l'immense majorité des agressions interethniques et que l'on nous interdit de le dire. S'excuser d'exister, tout simplement. On nous répète que nous sommes redevables à perpétuité, que notre histoire est honteuse, que notre culture est oppressive. Et pendant qu'on nous force à courber les chines, on importe massivement des populations qui, elles, ne s'excusent de rien, ni de leur conquête passée, ni de leur violence présente, ni de leur refus d'intégration. Henri n'est pas mort par hasard. Il est mort parce qu'on a importé, protégé et légitimé une haine anti-blanche au nom de la diversité. Parce que les élites ont décidé que sa vie de jeune blanc, valait moins que leur dogme. Parce qu'un blanc qui se défend devient immédiatement suspect, tandis que l'agresseur racisé est protégé par le narratif victimaire. Et ce n'est pas qu'en Angleterre. En France, en Suède, en Allemagne, des Henri tombent chaque année dans l'indifférence la plus totale. On les appelle faits divers, nous disons francocides ou victimes du remplacement. Mais l'idéologie de la diversité a tué Henri, cependant elle ne nous tuera pas tous, car nous sommes là. Parce que la jeunesse européenne se réveille, parce que le mensonge devient trop gros, trop visible, trop sanglant. Parce que des milliers de jeunes comme vous, comme nous, refusent d'être la dernière génération qui s'excuse d'exister partout à travers l'Europe et le monde occidental. L'espoir est devant nous. Il s'appelle la rémigration, il s'appelle reconquête de nos terres, de nos rues, de notre avenir. Il s'appelle la victoire de ceux qui osent dire « Nous ne nous excuserons plus ». Nous voulons vivre, nous voulons des enfants, nous voulons un peuple qui subsiste. Henri Nowak n'est pas mort pour rien. Son sang est une semence. Aujourd'hui, nous pleurons. Demain, nous vaincrons. Justice pour Henri! 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 Chers amis,
Ce rassemblement touche bientôt à sa fin, malheureusement. Nous souhaitons tout d'abord, une nouvelle fois, vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Votre mobilisation vous honore et vous pouvez en être fiers. Mais j'aimerais que l'on se quitte aujourd'hui sur l'importance et la nécessité de l'engagement politique. J'en appelle à la jeunesse de France et plus généralement à la jeunesse européenne qui doit se lever, s'organiser, se lancer dans cette belle bataille à nos côtés pour la défense des nôtres et la préservation de notre identité. J'en appelle également aux jeunes parents. Soutenez-nous, épaulez-nous dans notre combat, car nous nous battons avant tout pour les Européens de demain, condamnés à vivre des jours sombres et surtout incertains en l'état actuel des choses. J'en appelle aussi à nos grands-parents. Soyez les garants de cette mémoire vive où, hier encore, il faisait bon vivre, où l'on allait dans les balles, le cœur léger, sans crainte d'être lâchement poignardé par des hordes étrangères. Enfin, à tous, votre soutien financier est primordial pour que notre voix puisse porter. Nous sommes ici, prêts à tout sacrifier pour clamer ces vérités, mais l'argent reste et restera malheureusement le nerf de la guerre. Mes chers amis, ensemble, nous parviendrons à refaire nation et nous deviendrons ce rempart solide face à la barbarie des autres. Je vous remercie. Justice pour Henri! Justice pour Henri! Justice pour Henri! Justice pour Henri! Pourquoi je suis là aujourd'hui au rassemblement en hommage à Henri Novak, c'est très important parce que cette affaire est le symbole en résumé de ce qui nous arrive en tant que peuple de souche, peuple européen. Et même si ça se déroule en Angleterre, ce qui nous arrive en France. Et quand j'ai commencé mon activité militante, puisque vous n'ignorez pas que ça fait à peu près 40 ans que je milite en première ligne, quand j'ai adhéré à l'œuvre française, le premier tract que j'ai diffusé, c'était « L'antiracisme, voilà l'ennemi ». Et on se rend compte que 40 ans après, eh bien, c'est encore l'ennemi principal, l'antiracisme avec le laïcisme. Ce sont des armes de destruction massive de ce que nous sommes en tant que Français, en tant que peuple européen, ce que nous sommes collectivement. L'antiracisme, en fait, c'est un racisme anti-blanc, c'est une arme de destruction par l'oligarchie pour détruire nos peuples, pour génocider nos peuples, génocider le peuple français, génocider le peuple européen, pour le remplacer par une immigration venue d'ailleurs. Et le laïcisme, de la même façon, c'est une arme de destruction massive contre le catholicisme, qui est la spiritualité fondatrice de la France et de l'Europe. Puisque la France est blanche et catholique. Après, il y a la grande France, bien évidemment, mais je parle du cœur nucléaire de ce que nous sommes. Donc, si nous voulons... j'ai entendu tous les discours qui se faisaient aujourd'hui, mais si nous voulons sortir de cette impasse, l'impasse qui fait que nous sommes étrangers chez nous, l'impasse qui fait que nous ne voulons pas demain être les Palestiniens de l'Europe, puisque je dis ça, puisque hier j'étais à une manifestation devant l'ambassade israélienne à Bruxelles pour la défense des chrétiens d'Orient, et on s'aperçoit que les grands remplaceurs en Palestine sont les mêmes, sont les grands remplaceurs ici, ceux qui mènent la politique de grand remplacement en France et en Europe. Donc il faut désigner l'ennemi si nous voulons sortir de cette impasse. L'ennemi, c'est l'oligarchie. Ce sont ces lois liberticides qui nous interdisent de nous défendre et qui font de nous des citoyens de seconde zone. La seule solution à cette guerre civile qui s'annonce, je vous renvoie aux commémorations de la victoire du PSG avec la barbarie qui s'est étalée dans nos villes, la violence la plus terrible, la plus basse, eh bien, il nous faut la remigration. La seule impasse à la guerre civile, c'est la remigration. Et pour imposer une politique de remigration, il faut conquérir l'État. Et pour conquérir l'État, il faut sortir du système. Là, il n'y a pas d'alternative. Nous ne résoudrons aucun de nos problèmes auxquels nous sommes confrontés, et notamment au génocide anti-blanc, avec la complicité des forces de répression.
Et on le voit bien dans l'affaire Henri Novak où il y a une préférence étrangère. Il y a une préférence étrangère ici. Vous avez vu que lors de la réunion du Jared Taylor, l'Américain qui défend l'identité blanche, eh bien, la police est intervenue sur ordre du préfet pour mettre fin à la réunion. Hier, alors que de jeunes catholiques manifestaient contre cette infamie, cette profanation que constitue la nuit blanche, la profanation de nos églises, eh bien, là encore, ce sont ces policiers serviles du système qui sont venus arrêter certains de nos amis, certains de nos militants. Il n'y a rien à attendre du système, il n'y a rien à attendre des forces serviles du système. Il faut sortir du système et conquérir l'État par la Révolution nationale pour imposer un ordre nouveau qui est celui des lois naturelles et de la doctrine nationaliste. Pourquoi certains ne veulent pas parler du racisme anti-blanc? Parce qu'il y a une volonté politique de génocide des peuples de souche européens, du peuple blanc. Et donc, non seulement il faut faire silence sur ce génocide, mais il faut aussi combattre toute forme de réaction, les réactions de ce peuple qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas être remplacé, qui est maître chez lui, qui veut redevenir maître de ses lois. Donc, il y a le silence et la répression. Ce sont les deux piliers de cette politique de disparition, volonté de faire disparaître les nations historiques en Europe et cette grande civilisation qui a mené le monde, la civilisation européenne. Est-ce qu'il y en a qui veulent le grand remplacement? Comment? Non seulement ils le veulent, ils l'organisent, ils le financent, ils luttent contre ceux qui s'opposent au grand remplacement. Il y a une volonté, ce n'est pas le hasard. C'est une politique délibérée de l'oligarchie en place qui a comme idéologie le mondialisme, qui veut un gouvernement mondial, mais pour cela il faut détruire les nations et il faut détruire les peuples qui se sont organisés dans l'histoire autour des nations.